implications de la robotique et de l'intelligence artificielle donc dans le travail. Et la problématique, vous insistiez quand on s'est rencontré, Monsieur Lomont, de l'évolution des normes de cohabitation homme-machine. Sur ce thème-là, qui est un thème très critique, vous avez vu, je vous ai mis en miroir un petit peu le robot humanoïde, et puis je vous ai mis un homme à côté, bon, pour essayer de... On va évoquer des choses là. Mais je voudrais commencer par ces trois images qui sont relativement emblématiques des visions qu'on peut avoir de ces nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Je pense que vous reconnaissez, c'est une image extraite d'une série télévisée qui s'appelle Real Humans. C'est-à-dire que c'est alors là le robot du futur, alors celui qui rend vraiment des services. Alors, ce qui m'a toujours amusé, c'est que dans cette série-là, donc voici un robot à gauche, hein, qui est dans sa boîte, là, qui vient de sortir. Personne n'est dupe du fait que c'est une actrice qui doit jouer le robot. Hein, c'est pas... Donc là, il y a des petits problèmes subtils qui sont assez amusants. C'est comment un acteur peut-il jouer au robot? Alors, ce qu'il ne fallait pas, c'est qu'il ait des mouvements comme ça. Et vous regardez bien, j'en ai regardé qu'une série là-dessus. C'est le visage. Il y a une certaine fixité du visage. Il faut bien que le spectateur, si c'était vraiment un acteur réel identifié comme tel, la série n'aurait aucun intérêt. Donc il faut bien qu'à chaque fois, le spectateur identifie le robot. Donc c'est Real Humans. La deuxième image, là, celle du centre, c'était la révolution des Luddites au moment de en Angleterre, de la mécanisation de l'industrie textile. Et ils sont en train de détruire les machines. Et l'image de droite, c'est cette fameuse relation homme-robot qui est en train de s'établir entre l'homme et la machine, où on va trouver dans le robot une forme d'alter ego. Ce que je qualifie à gauche comme les délires un petit peu transhumanistes, ce que je qualifie au centre contre les postures néoludites, c'est-à-dire la technologie, on arrête tout, on casse la machine. Ce sont des postures où souvent qui reposent sur des véritables analyses, hein, qui sont crédibles. Vous avez entendu parler de tous les débats sur les nano-biotechnologies, ce sont des débats légitimes, hein, ou sur les nouveaux compteurs EDF, là, tout ça, les relations à la privatisation. Il y a des vraies questions qui se posent, qu'il faut pouvoir approcher. Simplement, ce que je suggère ici, c'est pas en disant on casse tout ça qu'on a gagné, hein, c'est pas en détruisant les images que vous détruisez les doctrines, hein, qu'il y a derrière. Et dans l'autre, laissez penser qu'il y a la possibilité d'avoir des machines qui soient nos alter ego à terme, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on ne va pas arriver à avoir des machines douées d'empathie, douées de conscience? Vous trouverez des chercheurs en robotique qui vous disent travailler dans ces domaines-là. Vous avez compris que je ne participe pas à ce type de recherche, tout simplement parce que ce sont des problèmes qui sont extrêmement mal posés. Et c'est pour ça que j'aime bien citer Gilbert Simondon, qui est un grand philosophe des techniques, dans les années 60 principalement, et qui a cette phrase, il faut démythiser le robot. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu avec vous et qu'on va poursuivre là. Et tout ce qui tourne autour du robot, c'est de la très mauvaise littérature qui fait... Alors, quelle littérature? Toute celle-là que je viens d'esquisser très rapidement, qui fait du tort à la technique et qui fait du tort à la manière dont la technique peut être pensée par nos contemporains. Voilà.
Alors, je vais resituer, je vais revenir en arrière. Au début était l'outil. J'ai pris 2 exemples d'outils que vous pouvez reconnaître. Ils sont des symboles assez forts. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un outil, finalement? C'est un objet technique qui ne bouge pas. C'est un objet inerte. Il ne prend sa fonction que par sa mise en mouvement par l'énergie humaine. Hein, vous posez un marteau là, il reste marteau. Hein, il faut le prendre et il faut le manipuler pour qu'il remplisse sa fonction. Un marteau est un objet extraordinaire. Sa forme est un objet extraordinaire. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une machine? Une machine, c'est justement ce qui produit du mouvement. Mais là, je vous donne le métier à tisser Jacquard. Hein. Alors, vous savez, le métier Jacquard, c'est marrant. C'était un truc très, très, très astucieux. C'était automatiser monter des fils pour faire passer la navette, enfin, etc. C'était simplement un objet qu'on mettait au-dessus du métier à tisser et qui a fait qu'à Lyon, dans le quartier des Canuts, là, vous avez ces architectures maintenant qui sont très très prisées, où il avait fallu refaire les ateliers pour remonter les plafonds. Il fallait remonter les plafonds. Voilà. Bon, et puis je vous ai parlé de la machine à vapeur, on en a un petit peu parlé. Donc la machine produit du mouvement. Et si on passe tout de suite au robot, eh bien, vous avez les machines à poste fixe, qui sont les bras manipulateurs dont on a parlé. Quelquefois, j'aime bien les appeler robots plantes, ils ne bougent pas, enfin, ils sont ancrés, hein, là. Et puis, vous avez les machines de transport, bon, que vous trouvez dans la logistique. Maintenant, regardez des films sur les ateliers d'Amazon, hein, comment se font les transports. Quand vous commandez quelque chose sur Amazon, vous savez qu'il y a des grands sites de stockage, on va se chercher, tout ça peut être parfaitement automatisé. Et puis, donc ça, c'est les machines qui sont en site propre. Et de plus en plus, maintenant, vous avez des machines mobiles. La fameuse mobilité qui fait que vous allez explorer l'espace. Alors, vous avez les robots d'exploration planétaire. Vous avez à nouveau le robot aspirateur. Vous avez le robot... les drones. Là, je vous ai mis des petits drones. J'aurais pu mettre des drones... des systèmes de défense, hein, qui sont utilisés pour l'observation, mais dont on sait que récemment, par exemple, la France a décidé de les armer, hein, c'est-à-dire de les équiper de missiles ou autres. Et puis vous avez des nouveaux robots qui apparaissent, comme celui-ci, ici, qui sont des robots plus légers, d'une petite base mobile, un bras manipulateur, et on sent bien que ces robots-là sont les robots dont les coûts descendent de plus en plus et qui vont pouvoir être utilisés justement pour s'adapter à des environnements de plus en plus variés. Puis je vous ai continué à vous mettre le robot HRP2 qui vous montre une perspective future. Bien, alors là, si on regarde tous les secteurs sont impactés par la robotique. La médecine, donc... pour faire une opération chirurgicale, avant, on vous faisait une cicatrice grande comme ça. Maintenant, vous faites deux petits trous là, dans l'abdomen et on va passer des trocars, on va passer des systèmes endoscopiques, hein, qui vont placer une caméra à l'intérieur de votre corps, renvoyer une image au chirurgien qui, lui, va manipuler... ces deux pinces pour aller opérer la tumeur. Et il faut que tout ça soit parfaitement coordonné. Et c'est coordonné par des techniques robotiques. Le robot est utilisé comme machine de précision, hein, pas comme machine autonome qui fait l'acte. L'acte est toujours fait par le chirurgien. Disons que c'est des systèmes d'aide, hein, aux chirurgiens. Bon, vous avez la robotique d'exploration planétaire, bien sûr, Mars, on envoie, donc c'est le spatial, on envoie des sondes comme ça, ou c'est plus récemment la sonde Philae, hein, qui a atterri sur une météorite, qui a un petit peu défrayé la chronique, donc qui vous envoie des images, mais non seulement ça, ça peut aussi, avec un bras manipulateur, prélever des matériaux pour analyse ultérieure.
J'ai mis la Google Car, donc la voiture autonome. J'ai mis bien le drone, là, voilà les fameux drones utilisés par les systèmes de défense. Donc vous l'avez dans la service. Vous avez ce très beau système-là qui est un prototype qui a été développé par mon collègue Oussama Khatib de l'université de Stanford en coopération avec Ifremer pour des applications archéologiques. C'est-à-dire que le robot là est envisagé pour explorer des nouveaux mondes comme la planète Mars ou comme des fonds sous-marins dans lesquels l'homme ne peut pas descendre. Seule la machine peut descendre. Donc là, vous avez vraiment le robot comme potentialité d'explorer des nouveaux mondes. L'industrie, bon, ça bien très clairement. La défense, ici, vous avez le Packbot, qui est un système qui vous pouvez soit l'équiper d'un fusil, soit d'une caméra. Vous avez l'agriculture. Alors l'agriculture, j'aime bien cet exemple-là parce qu'on revient à la mécanique. Et là, c'est une société toulousaine, Nayo, qui développe ce type de technologie qui va permettre de désherber. Et finalement, avec la robotique, on revient au désherbage mécanique et non plus chimique. Tant mieux pour les sols. Vous voyez, donc ça peut être... voilà. Voilà, donc tous les secteurs d'activité, de nombreux secteurs d'activité sont impactés. Et vous voyez que là, on n'est pas dans le service, on n'est pas dans le traitement pur de l'information. On n'est pas dans tous les commentaires qu'on a fait sur l'intelligence artificielle. Là, on est sur des machines, qui vont rendre des services. Bien, alors, si on poursuit maintenant sur un point qu'on a évoqué, si on compare, donc c'était un des points qu'on avait évoqué dans la première partie là, du questionnaire, les robots de production industrielle installés en Allemagne, Italie, France. Donc voilà les chiffres. Alors ils datent de 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. 150 000 robots en Allemagne, 65 000 en Italie, 35 000 en France. D'accord ? Et ces robots, c'est quoi ? Bien, c'est des robots... Kuka, c'est allemand, ABB, suédois, Fanuc, c'est japonais, enfin, etc. Stobli, c'est français. Yakawa, Kawasaki, c'est principalement japonais. Komao, italien, je crois. Ça allait rester. Bon, ce qu'il faut retenir de ces chiffres-là, c'est la corrélation qu'on peut faire en taux d'emploi industriel. Et là, moi, je fais qu'écouter les économistes. Il semble que le taux d'emploi industriel en Allemagne soit beaucoup plus élevé qu'en France, alors que le taux de robotisation est 5 fois plus élevé. Donc là, ça fait réfléchir sur la corrélation. Voilà. Je n'ai pas de réponse simplement à apporter ces chiffres, c'est-à-dire que la robotique supprime des emplois, c'est un petit peu plus complexe que ça. Alors sans aller dans des analyses économiques du type schumpeterien, de la destruction créatrice, je ne sais pas exactement, je ne veux pas rentrer dans toutes ces théories, je ne suis absolument pas spécialiste, je ne pense pas qu'il y ait d'automatisation réelle dans ce type de processus. D'une manière plus globale, pour m'être intéressé de loin, ou essayer de me faire une idée réelle de l'impact de ces technologies sur l'emploi, vous allez voir des spécialistes, c'est-à-dire des cabinets d'experts en économie, etc. Mais force est de constater que vous trouvez des études contradictoires, complètement contradictoires. Donc faire une synthèse, c'est pour le chercheur, enfin pour moi c'est très difficile de vous dire c'est comme ça que ça va se passer ou c'est comme ça. Non. Voilà. Alors, en France, il y a beaucoup de PME qui sont dans le domaine de la robotique. Ça ne veut pas dire qu'ils fabriquent des robots, mais qui sont dans le domaine de la production de technologies pour la robotique et qui sont regroupés autour d'un syndicat, donc le CIMOB, le syndicat des machines et technologies de production. Vous avez là quelques affiliés. Voilà, en gros, pour l'instant, il y a des acteurs en France là-dedans. On n'a pas des fabricants de robots, mais on a vraiment tout un réseau de sociétés qui sont
dans le domaine de la robotisation.